Chers Béresseurs, chers Béresseuses, ravi de vous retrouver pour votre nouveau numéro de Béress Santé. Ce jour, nous allons parler de cancer de la prostate. On entend Novembre bleu, il y a beaucoup de campagnes, on voit un peu de moustaches bleues un peu partout. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, concernant le cancer de la prostate, comment on peut dépister ce cancer-là? Comment se faire prendre en charge? Pour ce faire, nous allons recevoir Dr Sangaré Tidiane, qui est chirurgien urologue. Mais sans plus tarder, c'est parti pour le micro-trottoir. Effectivement, je connais le Novembre bleu. C'est un mois qui est dédié à la lutte au cancer contre la prostate. Moi, particulièrement, je ne connais pas le Novembre bleu. Bonjour, Dr Sangaré. Bonjour docteur. On se retrouve encore pour un nouveau numéro. Vous êtes dans votre maison maintenant. Encore une fois, merci. Ouais. Merci pour l'invitation. Bon, sans plus tarder, docteur, on entend Novembre bleu. Ces dernières années, on voit beaucoup de campagnes menées avec on va dire ce slogan de Novembre bleu. C'est quoi le Novembre bleu? Alors, à l'instar du cancer du sein chez la femme, qui est pour laquelle le mois d'octobre est dédié avec Octobre Rose. Le mois de novembre, c'est pareil, c'est en fait la sensibilisation sur les cancers urogénitaux. C'est tous les cancers qui concernent l'homme. Mais le cancer de la prostate, vu que c'est le cancer qui est quand même qui a le plus grand taux de mortalité et qui a quand même le plus grand nombre de cas, c'est pour cela qu'on met l'accent sur le cancer de la prostate pour pouvoir sensibiliser encore plus la population. Donc vous allez voir que les campagnes auront beaucoup plus accès sur la prostate, mais c'est un mois qui est dédié à tous les cancers urogénitaux. Ben ça, j'apprends quelque chose. D'accord. Donc, Novembre bleu, ce n'est pas uniquement cancer, c'est vrai que c'est plus axé sur le cancer de la prostate, mais c'est tout ce qui concerne la sphère urogénitale, les cancers qui touchent. Voilà, le cancer du testicule, le cancer de la verge, mais comme c'est des cancers le nombre de cas sont vraiment très rares, alors que le cancer de la prostate, dans la population, lors des dernières d'épidémiologie de Globocan, on a presque 4 000 cas par an. Et ça, c'est juste des cas qui ont été répertoriés sur le plan hospitalier. Mais vous comprenez qu'il y a encore des cas qu'on n'arrive pas à répertorier sur le plan national. Et le taux de mortalité est très élevé. Donc du coup, l'accès est beaucoup plus mis sur le cancer de la prostate. D'accord, c'est bien noté. Mais c'est quoi? Comment on peut définir ce cancer de la prostate là? Alors déjà, on sait que le mot cancer, il est lié à une prolifération anormale de cellules. Alors cette prolifération anormale des cellules entraîne une multiplication des cellules au sein d'un organe. Et dans ce cas précis, c'est au sein de l'organe, la prostate. Et on sait que la prostate, c'est un organe qui est situé dans le pelvis de l'homme, juste en dessous de la vessie. Et c'est un organe qui entoure le canal par lequel les urines passent. Donc, et pour avoir accès à la prostate, au niveau anatomique, la prostate est voisin du rectum. Donc, pour avoir accès à la prostate, on passe par le rectum. Donc c'est différent du cancer du sein. Le sein, il est accessible facilement, alors que la prostate n'est pas accessible facilement. On s'en souvient, pour ceux qui suivent Béress Santé, on en a parlé déjà. On a parlé de l'adénome de la prostate. Où on a situé un peu c'est quoi la prostate. Donc c'est dans le prolongement, on va dire, de cette émission. Donc on comprend bien que la prostate ne peut pas affecter les femmes. Pour ce que le docteur vient de dire, la prostate, c'est un organe qui est purement pour les hommes. Donc, ce cancer, c'est un cancer qui touche les hommes. Et il faut prendre à bras le corps, 4 000 cas chaque année, c'est ça? Et ça, c'est juste les cas hospitaliers qui sont répertoriés. Alors qu'on a quand on prend l'ensemble du territoire national, on n'est pas, en Côte d'Ivoire, on n'a pas un registre de cancer assez formel sur toute l'étendue du territoire. Donc vous voyez que ces 4 000 cas, c'est seulement ceux qui sont répertoriés sur le plan hospitalier. D'accord, docteur. C'est bien noté. Maintenant, ce cancer, vous avez donné un peu la prévalence. Est-ce qu'une personne à la maison, un homme lui-même, il peut... On a vu que l'accès est difficile pour ce que vous expliquez. Donc c'est difficile
contrairement au cancer de la femme où elle-même, elle peut déjà à la maison, voilà, se palper et puis attirer l'attention. Chez l'homme, c'est difficile. Hein, En effet, dans le cas du cancer de la prostate, on ne parle pas de sensibilisation de masse. Oui. Le dépistage, il est individuel. D'accord. Pourquoi? Parce que le dépistage ne se fait pas chez tous les hommes. Il se fait à partir de 50 ans. Et il se fait dans la tranche d'âge de 50 à 75 ans. Parce que quelqu'un qui a une espérance de vie de moins de 10 ans, 90 ans, vous n'allez pas lui faire un dépistage. Donc déjà, il y a une population qui est ciblée de 50 à 75 ans. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a un bilan qui est fait, notamment le taux de PSA, qui est une protéine qui est sécrétée par la prostate. Et cette protéine-là, quand elle se retrouve dans le sang, elle doit faire tiquer. Donc, vous comprenez que ce dépistage ne peut pas être réalisé à domicile. Il peut être réalisé soit chez un médecin, son médecin traitant, son médecin d'entreprise, le médecin généraliste. Ou par contre, la population, c'est des bilans de santé. Il doit faire, lorsqu'on a un certain âge, il faut pouvoir faire de manière récurrente. On va dire une fois par an, chaque 2 ans, un bilan de santé. Exactement. Voilà. Il faut chaque année doser ce PSA et en fonction des résultats du PSA et en fonction aussi d'autres paramètres. Parce que les autres paramètres, c'est comment est-ce que le patient va se présenter devant le médecin. Est-ce qu'il a des problèmes urinaires associés et tout? Ça va nécessiter un examen, notamment lui faire un toucher rectal. Donc, vous voyez que tout cet ensemble, ça nécessite que le dépistage soit fait en milieu hospitalier. Exactement. D'accord. Docteur, est-ce qu'il existe des facteurs de risque, des facteurs favorisant ce cancer de la prostate? Parce que pendant longtemps, j'ai eu des personnes même qui m'ont accosté, pensant que le fait d'avoir des rapports sexuels assez fréquents peut entraîner un cancer de la prostate. Alors, les rapports sexuels, je dirais plutôt l'éjaculation. Ça n'a pas d'impact sur la survenue du cancer. Quelqu'un qui éjacule beaucoup ou quelqu'un qui éjacule moins, il n'y a pas de lien avec la survenue d'un cancer. Donc ça, vraiment, il faut que ce soit une information assez claire. Il n'y a aucun impact. Il y a même des études, il y a une étude américaine qui a été réalisée en 2014 qui a même montré que l'éjaculation, le fait d'éjaculer 20 fois par mois améliorait, en tout cas la population qu'ils ont étudiée, cette population développait moins de cancer qu'une population qui éjaculait moins. Donc c'est le fait contraire. Voilà, plus on éjacule, au contraire on se protège. On se protège. Donc c'est pour dire en fait qu'il n'y a pas de lien. Donc il ne faudrait pas que les gens se fassent des blocages sur ce plan-là. Il n'y a vraiment pas de lien à ce niveau. Parlons des facteurs de risque. Alors sur le plan scientifique, il y a 3 facteurs de risque qui sont vraiment formels. Le premier facteur, c'est l'âge. D'accord. Alors, à partir de 50 ans, plus on prend de l'âge, plus on a des risques de développer un cancer de prostate. C'est pour cela que le dépistage est conseillé à partir de 50 ans. Donc, un jeune de 30 ans ou de 35 ans qui souhaite faire un dépistage, ce n'est pas nécessaire parce que le cancer de la prostate survient avec l'âge. Le second facteur, c'est la race, l'ethnicité. Alors, nous les Noirs, nous avons plus de risque de développer un cancer de prostate que les Caucasiens ou les Asiatiques. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Qu'est-ce qui favorise ça? Ça peut être lié à notre alimentation? Non, c'est génétique. C'est génétique. C'est génétique, justement, c'est génétique. Et le troisième facteur, c'est il y a la race, l'âge, et puis le troisième facteur, c'est un facteur familial. Alors, il y a ce qu'on appelle des cancers familiaux. Si dans la famille des ascendants, le père a eu un cancer de la prostate, ou l'oncle a eu un cancer de la prostate, ou du côté des femmes, la femme a eu un cancer du sein, parce qu'il y a les gènes BRCA2 qui peuvent muter. Donc, dans ces familles-là, ils ont plus de risques de développer des cancers de prostate. Il est même conseillé dans des familles où des personnes ont déjà eu des cancers de prostate, où le dépistage est réalisé un peu plus tôt, à 45 ans. Ah, d'accord. Voilà, donc ce sont ces 3 facteurs qui ont vraiment une base scientifique solide.
Après, il y a d'autres facteurs alimentaires et tout qui interviennent bien sûr sur tous les cancers. Voilà. Les facteurs alimentaires, j'avais entendu parler de lorsqu'on fume les aliments fumés, que cette fumée-là contenait parfois des agents qui étaient cancérigènes. Bon, ça, après, voilà, comme j'ai dit, il y a d'autres facteurs qui sont évoqués, qui n'ont pas de base scientifique très solide. Mais ces 3 facteurs que j'ai cités sont les facteurs vraiment solides sur lesquels on s'appuie pour le suivi des patients. Une petite synthèse de ce que le docteur a dit. Donc, pour pouvoir dépister déjà ce cancer de la prostate, c'est un peu difficile chez les hommes, vu l'accès. Et pour cela, il faut se rapprocher d'un centre hospitalier. Là-bas, le docteur pourra réaliser ce qu'il appelait la PSA. Voilà. On va doser au niveau du sang, ça va pouvoir orienter. Le docteur dit également qu'il doit faire un toucher rectal. Voilà, c'est un examen physique qui va mener pour voir comment se présente la prostate. Mais je crois aussi qu'il y a l'échographie et on demande souvent aussi. Tout à fait. L'échographie va apporter quand même quelques informations, voir s'il y a un nodule au niveau de la prostate. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la dernière fois, on en a parlé de l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'échographie va apporter des informations. Si le malade a des problèmes urinaires, l'échographie pourra nous renseigner sur d'autres, sur la vessie, sur les reins et tout. Donc, sur les organes à proximité, pour avoir une idée un peu plus large. Exactement. Donc, il est important de faire son bilan de santé. Dans le cas du cancer de la prostate, le docteur a dit normalement c'est à partir de 50 ans. Mais des familles où il y a déjà des notions de cancer, dans ce cas, on s'y prend un peu tôt à partir de 45 ans. Il faut pouvoir de manière annuelle ou chaque 2 ans au moins réaliser un bilan de santé où on va également apprécier ce cancer de la prostate. D'accord. La prise en charge chez nous ici, en cas de cancer, est-ce que comme le cancer du sein, parce qu'avec notre invité, il a expliqué que lorsqu'on découvre un peu tôt le cancer du sein, il y a de fortes chances d'en guérir. Est-ce que c'est pareil pour le cancer de la prostate? C'est-à-dire si on dépiste assez tôt, est-ce qu'il y a de fortes chances de guérison? En effet. Le cancer de la prostate, comme on a dit, le diagnostic est fait. On dose la PSA. Une fois que la PSA est dosée, que la PSA est élevée, on fait ce qu'on appelle une biopsie de prostate pour avoir une confirmation histologique. Et lorsque le cancer est confirmé, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension. On fait une IRM, un scanner, une scintigraphie. Donc, une fois que le bilan d'extension est réalisé, c'est pour pouvoir stadifier le malade. Est-ce que le cancer est localisé seulement au niveau de la prostate ou est-ce qu'il est localement avancé, c'est-à-dire qu'il touche les organes de voisinage ou est-ce qu'il est métastatique? Pour les cancers de la prostate localisés, le pronostic il est bon. C'est-à-dire que les malades, les chances de guérison sont vraiment élevées. Et ici en Côte d'Ivoire, quand le cancer de la prostate est localisé, qu'il est pris en charge, le malade est guéri. Parce que le traitement, dans les cancers de prostate localisés, le traitement, il est chirurgical. Donc, on fait une chirurgie ou bien de la radiothérapie. Mais malheureusement, dans le contexte, nous recevons des patients à des stades localement avancés, le plus souvent métastatiques. Donc, c'est pour cela qu'on a un taux de mortalité quand même assez élevé. D'accord. Donc, voilà. Il faut se faire dépister tôt pour avoir de grandes chances de guérison. Quels sont les signes du cancer de la prostate? Les signes qui peuvent attirer l'attention, comme dans l'adénome où il y a une dysurie, le patient a des troubles urinaires, où il pisse fréquemment. Est-ce que c'est ces mêmes signes qu'on retrouve dans le cancer de la prostate? Alors, comme on l'a dit en début d'émission, la prostate est située en dessous de la vessie et entoure le canal de l'urètre. Donc, le cancer en lui-même n'a pas de signes propres. D'accord. Le cancer de la prostate peut être associé en même temps à une augmentation du volume de la prostate. Donc, le malade peut avoir des signes urinaires. Mais avoir des signes urinaires ne signifie pas qu'on a un cancer. Signifie juste qu'on a une maladie au niveau de la prostate. Donc, le cancer de la prostate en lui-même, il n'a pas de signes propres. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que c'est un tueur silencieux. Parce que quand le cancer se manifeste, cela signifie qu'il est déjà avancé. D'où l'intérêt de réaliser, de faire des campagnes de sensibilisation, de dépistage. D'accord, docteur. Donc, vous avez expliqué, une fois qu'on dépiste tôt, on peut en guérir par la chirurgie ou la radiothérapie. Exactement. Maintenant, dans les cas où c'est assez avancé, quelles sont les manières de pouvoir traiter le traitement?
Alors, dans les cas du cancer de la prostate localement avancé ou métastatique, le traitement, on dit il est hormonal, c'est une hormonothérapie qu'on fait. Parce que la prostate, si je parle de façon terre à terre, c'est un organe qui est nourri par la testostérone. Donc, quand on a un cancer, il faut bloquer le mécanisme de cette testostérone-là. Et c'est ce qu'on appelle la castration. Et cette castration, elle peut se faire de façon chimique ou de façon chirurgicale, en enlevant tout ce qui est au niveau des testicules qui produisent la testostérone. Et de façon chimique, c'est des médicaments, c'est des injections qui sont réalisées. Et on dit castration, donc on n'aura plus d'enfants. Hein? Exactement, exactement. Exactement. Et ces injections-là sont coûteuses. C'est des injections qui sont réalisées tous les mois ou tous les 3 mois. Et pour le coût dans notre contexte, c'est à peu près 300 000 tous les 3 mois. Et vous voyez que c'est des médicaments de retraite, et c'est des maladies de retraite. Et il n'est pas donné à tout Ivoirien de pouvoir réaliser cela. Et savoir qu'un cancer, c'est une maladie, comme on a dit, des cellules se multiplient. Donc ce traitement peut être mis en place et à partir d'un moment, les cellules résistent à ce traitement. Et il faut utiliser d'autres médicaments. Donc, et ces autres médicaments sont encore coûteux. Ils coûtent presque 700 000 par mois. Donc vous voyez l'intérêt de faire la sensibilisation. Voilà, l'intérêt de faire la sensibilisation. Donc grosso modo, c'est la castration qu'il faut faire, soit par des médicaments ou de façon chirurgicale, que beaucoup d'hommes refusent d'ailleurs. Parce que la castration chirurgicale, elle est irréversible. Donc beaucoup refusent. Et en même temps, il n'y a pas les moyens pour faire les injections. Et dans le contexte social africain, il est difficile pour certains patriarches. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Et c'est ça qui fait vraiment peur alors. Exactement. Voilà, parce qu'ils se disent que bon, après ça, c'est fini. C'est fini, voilà. Je suis plus garçon et c'est difficile psychologiquement. Voilà. D'accord. Mais que vaut la vie? Vaut mieux au moins, on a eu toute une vie active. Tant qu'on peut encore prolonger la vie pour passer du temps avec sa famille, je pense que il ne faut pas trop réfléchir à ce sujet. Donc, ce qu'on retient déjà pour ne même pas en arriver là, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le docteur est en train de faire, c'est de sensibiliser. Donc, il est important qu'on réalise, on apprenne à réaliser ces bilans de santé pour que très tôt, vu qu'on détecte très tôt, mieux c'est pris en charge et on ne va pas arriver à ces traitements un peu difficile. Un peu difficile. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci. Notre émission tire à sa fin. Votre mot de fin. Merci. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est ce qu'on a dit durant tout l'entretien, c'est sensibiliser. C'est inviter les hommes, à partir de 45-50 ans, à consulter son médecin traitant, le médecin généraliste ou l'urologue, pour réaliser cet examen de sang qui est le taux de PSA. Et dès qu'un homme sent qu'il a des signes urinaires, qu'il n'hésite pas à voir un urologue. Ça, c'est la première sensibilisation. La deuxième sensibilisation, ça va un peu plus haut à l'endroit de nos autorités, de nous faciliter quand même le coût de ces traitements-là. À défaut d'avoir la gratuité, c'est quand même d'essayer de réduire au maximum ces coûts-là, parce que c'est des maladies de retraite. On a 60 ans, on a une maladie de la prostate, le bilan il est lourd, sans compter même au traitement. Donc c'est essentiellement ça notre plaidoyer. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Et mes Gbéresseurs et mes Gbéresseuses, on reste connectés pour une nouvelle émission de Gbéré Santé.